Bonjour et bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Vous le savez, le digital grignote le monde. On va en parler ensemble dans cette émission. Jean-Claude Noguès est mon invité aujourd'hui. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Thomas. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous ai invité parce que, en effet, ce sujet de la digitalisation du monde prend de plus en plus d'importance dans nos vies confinées de télétravail. On va y revenir. Vous êtes le fondateur de la plus grande web agency indépendante française, on peut le dire comme ça? Oui. C'est la baseline que je mets depuis quelques mois, voire 1 an, 2 ans maintenant, puisque c'est le cas. On a atteint une taille de 300 personnes au niveau mondial, on a réussi à s'internationaliser et on est toujours indépendant d'un point de vue capitalistique. Alors que tous les confrères de notre taille ont soit des fonds d'investissement, soit des rachats, des groupes derrière. Et donc, savoir compter, gérer l'entreprise en bon père de famille, et savoir d'où on vient et savoir quelle est la valeur réelle d'un euro est important. Ça change quelque chose, alors ça pour vous, hein, bien sûr, savoir compter et garder cette maîtrise du capital, mais pour vos clients, est-ce que ça change quelque chose d'être indépendant? Je suis obligé de le mettre en avant, parce qu'en fait, on est tellement dans un monde, une industrie, on va dire establishment, qu'en fait, montre aux clients que la vraie indépendance, la vraie pérennité, c'est l'autonomie, l'indépendance. C'est important. Parce que vous ne pouvez pas être périn si vous ne maîtrisez pas votre capital. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme de web agency? Parce que c'est finalement une dénomination qui est très ancienne, hein, qui est née dans les années 90, au démarrage d'Internet. Exact, vous n'avez pas de cheveux blancs, mais voici un petit vous avez vécu cette période. Alors, en français ou québécois, agence web, effectivement, à l'origine, dans ces années-là, ça venait beaucoup du monde de la publicité. Et pour moi, je fais toujours la dichotomie qui reste dans notre monde. Il y a les agences aujourd'hui web qui ont effectivement cette culture comme média marketing. Et on en reparlera certainement sur le marché. Mais aujourd'hui, Publicis, notamment, est un acteur majeur en termes de consolidation, rachat et acteur sur le marché. Et puis, donc un gros acteur. Et vous avez les gens qui ont un ADN plus technique comme nous et qui viennent de ce qu'on appelait la SS2I dans le temps, donc la société d'ingénierie informatique. Et aujourd'hui, sur ma dichotomie, à l'instar de Publicis, il y a un acteur très important, même si c'est une société de conseil à la base, mais surtout Accenture qui aujourd'hui a une stratégie de consolidation, de rachat énorme, avec Capgemini qui est aussi un acteur majeur sur notre marché. Au départ, une web agency, c'était les agences qui permettaient de créer des sites web. Est-ce que le métier s'est élargi depuis? Oui, merci, je reviens à votre question, vous avez raison. Donc pour moi, dichotomie des ADN, soit pubcom marketing, soit technique, et en fait à l'arrivée des gens qui offrent le même service de réalisation de sites web. Alors ceux qui avaient un ADN marketing com présentaient à leurs clients, j'aime beaucoup prendre cette image de l'iceberg, donc présentaient à leurs clients l'importance de la partie émergée de l'iceberg, en disant ce qui compte c'est la belle glace blanche sur l'océan bleu, donc on fait une belle vitrine graphique, et les gens qui avaient notre ADN expliquer aux clients que ce qui est important, c'était 90% du poids de l'iceberg, donc de la difficulté du site et de la réalisation, qui est de la technique, ce qui fait marcher le bateau, donc l'iceberg, donc la technologie, les flux, la machinerie. Dans l'actualité, on ne peut pas y échapper, hein, ce fameux Covid qui nous pourrit la vie, mais qui finalement vous rend service à des acteurs comme vous, parce que ça oblige les entreprises à accélérer cette digitalisation. Exact, j'en parlais récemment avec, la crise date malheureusement depuis 1 an, donc on va dire depuis quelques semaines. J'en parlais avec notre plus gros client qui est le leader européen de l'emballage. Et en fait, aujourd'hui, emballage carton, leur débouché numéro 1, c'est le e-commerce. Et donc, eux aussi traversent la crise avec des chiffres records en termes de croissance, d'évolution de rentabilité. Comme nous, acteurs du e-commerce, on n'est pas les seuls, heureusement. Donc, on a un petit peu, pas de honte, mais on reste modeste sur la communication, parce qu'en cette période de pandémie où énormément de secteurs d'activité souffrent, c'est vrai que c'est un peu délicat de crier sur les toits que nous, par exemple, à notre petit niveau, on a fait en 2020 la meilleure année de tous les temps en termes de croissance et de rentabilité. C'est vrai que c'est un peu décalé dans le contexte. Donc, oui, mais c'est quand même utile, là, parce que vous, finalement, vous accompagnez ce contexte qui est difficile et vous permettez à des acteurs qui, sans vous, auraient du mal à perpétuer leur business. Exact. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les études que j'ai publiées montrent que, en fait, relayées sur nos médias, montrent que la crise Covid a accéléré de 6,7, on va arrondir à 7 ans, les
plans, les projets de transformation digitale des entreprises. Donc s'il avait été prévu un horizon de 3, 5, 7 ans, eh bien, les entreprises ont mis en œuvre beaucoup plus tôt. Donc beaucoup de projets, d'activités de digitalisation qui ont été commandés par les entreprises de toute taille. Donc pour une PME, une ETI, passer enfin sur le web. Pour une ETI et puis une société plus grosse, bien vraiment accélérer le canal de e-commerce. Donc on a fait en 7 ans, on a fait en 1 an ce qu'on aurait dû faire en 7 ans, ce qu'on avait prévu de faire en 7 ans. C'est le mot compte triple du Scrabble. C'est ça. Ou les années chiens qui nous ramènent à l'époque du début d'Internet. Quelle vie de chien, oui, on vient de passer, c'est ça. 1 an d'une vie de chien contre 7 ans d'une vie d'humain. Bon, blague à part, quand on préparait l'émission, vous m'avez dit que quelque chose qui vous fascine en ce moment, et on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est important aussi, c'est que les Américains veulent retourner sur la Lune. Oui, exact. Pourquoi ça vous fascine ? Ça me fascine parce que je vous le disais, je fais partie de la génération, je suis dans 63, c'est dit, donc je fais partie de la génération où nous étions enfants et où nos parents nous ont réveillés en pleine nuit pour voir l'homme marcher sur la Lune sur une vieille télé en noir et blanc. C'était extraordinaire, c'est un moment qui reste gravé dans nos mémoires. Et j'ai eu l'occasion d'emmener mes enfants à moi visiter la Floride il y a bientôt 2 ans, donc à l'été 2019, et donc on a visité Cap Canaveral. Donc pour moi, c'était être dans mon rêve d'enfant, voir la vraie fusée, la vraie capsule, etc. Et j'ai découvert sur site que les Américains avaient un programme Orion, qui était le même programme qu'Apollo, pour retourner sur la Lune, faire exactement le même schéma. Alors, évidemment, ils vont atterrir à un autre endroit, mais refaire le programme Apollo. Et quel est l'intérêt de retourner alors qu'ils l'ont déjà validé ? C'est quoi le but ? L'actualité nous montre qu'on a un petit robot, et on va parler de l'IA et de la robotisation, nous montre qu'on a un petit robot qui était capable de produire 6 grammes d'oxygène sur Mars. Donc Matt Damon se prépare, il plante des patates, et on sait que les Américains, et on parlera d'Elon Musk certainement, ont pour plan d'utiliser, c'est la science-fiction qui devient réalité, d'utiliser la Lune comme base de lancement. Donc retourner faire une mission sur la Lune fait sens en termes de capacité à faire voyager un homme dans l'espace, aller sur une autre planète. Ce qui est fascinant, en fait, c'est cette accélération et ce champ des possibles. En effet, cette fiction qui rejoint la réalité, ça c'est le côté américain et entrepreneur. Exact, et on a la chance d'avoir avec Thomas Pesquet quelqu'un qui nous fait vivre le rêve et qui était capable, c'est un Français, donc on a cette chance-là. Qui part aujourd'hui d'ailleurs, enfin au moment où on enregistre cette émission, exactement. Vous verrez on surveille l'horaire. Plus tard. Donc on le salue, on lui souhaite une belle expérience, et autant son première émission avait été extraordinaire, autant j'ai entendu qu'il préparait une deuxième, donc tous les samedis on aura sur quel média, un de vos confrères, donc une émission spatiale, voilà, ça s'appelle comme ça, l'émission spatiale. Et donc ça nous fait vivre effectivement son quotidien, ça c'est nouveau, c'est la première fois qu'on a ça. Et ça nous permet de nous échapper de ce quotidien un peu tristoun. De voyager, de s'élever à tout point de vue, dans les 2 sens du terme. On va parler de votre marché, on va revenir sur Terre avec ce marché de la digitalisation. Donc on l'a dit, un marché très dynamique. Est-ce que vous voyez des créations dans ce monde de la web agency qui est le vôtre ? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui sont attirés par ce business, ou est-ce que finalement c'est devenu un vieux business entre guillemets ? Non, c'est pas devenu un vieux business, et c'est marrant parce que je parle souvent de la dernière révolution technologique comme en fait la révolution industrielle. Donc c'est vieux, ça s'entend, mais on est toujours sur ce phénomène d'organisation mondiale de révolution industrielle. Les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'en fait, ça va très vite. Moi, mes enfants me disent « Ah, papa, oui, quand tu étais petit, il n'y a pas de téléphone portable. » Donc pour eux, c'est une rupture, c'est une évolution forte. Évidemment, c'est une rupture, c'est une évolution forte. On a tous des portables dans la poche, la vie a changé. Mais c'est un téléphone. Souvent, ce que je dis à mes clients, partenaires, on va se téléphoner, on va arrêter de prendre de l'IP du type, si on prenait un vieux bon téléphone pour se téléphoner, parce qu'on veut juste se parler. Donc le téléphone, c'était inventé par Graham Bell il y a très longtemps. Donc on n'a pas réinventé quelque chose, donc on n'a pas réinventé de nouveaux paradigmes. Par contre, la technologie a fait un boom sur ces paradigmes, a fait un boom extraordinaire en ces dernières décennies. Et on en bénéficie tous avec notamment les progrès de la médecine qui sont incommensurables. Mais sur ce marché de la web agency, on a l'impression qu'en effet, au début, c'est assez logique, il y avait un nouveau marché qui s'ouvrait, beaucoup de petites entreprises se lançaient sur ce secteur. On en voit moins maintenant, c'est que des gros acteurs comme vous ou d'autres qui ont pris ce marché ?
Alors nous, on va dire, pas si gros que ça, hein, soyons modestes, mais oui, pour répondre à votre question, c'est pour dire que ce marché est toujours attractif parce que la technologie évolue de telle manière qu'en fait, c'est facile de venir sur ce marché parce que les ruptures technologiques ouvrent des nouvelles portes d'opportunités aux entrepreneurs très facilement. Donc sur notre marché... il y a de la concurrence qui émerge, c'est ça que vous nous dites, il y a des nouveaux acteurs qui lancent des nouvelles web agencies en ce moment. Oui, tout à fait. Avec des nouvelles technologies, donc comme les cycles sont très courts, dans notre secteur direct de solutions e-commerce, le dernier acteur majeur qui a changé complètement rebattu les cartes, s'appelle Shopify, qui est un éditeur canadien. Personne n'avait vu vraiment venir, en tous les cas en Europe. Et aujourd'hui, il a été capable de rebattre les cartes, de remettre en cause les statuts acquis des gros éditeurs américains. C'est ce qui est intéressant et brillant dans notre secteur, c'est que les choses ne sont jamais acquises. Et c'est ça votre métier, c'est finalement de prendre les dernières briques technologiques pour les mettre au service de vos clients ? C'est ça, on n'est pas, nous, inventeurs dans le sens technologique, mais on est système intégrateur, donc on a plutôt une grosse appétence, une grosse compétence sur la capacité à ausculter, à regarder un marché, à intégrer les nouvelles technologies, à savoir suivre les trends de manière à rester sur le pan d'activité et parallèlement à ça, à bien découvrir des nouvelles opportunités pour suivre le marché. Et à propos de tendance, on a parlé de celle du e-commerce très forte, est-ce qu'il y a d'autres choses, la mobilité aussi bien sûr, est-ce qu'il y a d'autres tendances fortes en termes technologiques qui arrivent ? Oui, on parlait du petit robot qui est parti sur Mars, qui fait de l'oxygène. Ouais. La robotisation, c'est énorme. Là, tout à l'heure, j'étais avec un de mes salariés qui me dit « Ah, Jean-Claude, je suis dans le jardin, j'ai 3 robots qui passent l'aspirateur dans la maison, des e-robots. » Je dis « Ah bon, comme dans le film ?» Donc on y est. Ça marche bien ? Oui, il me dit que ça marche super bien, il est content, il me dit « Achète un e-robot, tu vois. » J'en ai acheté un, puis après j'en ai acheté 3. Bon. Donc on y est. Et donc on a eu l'opportunité, vous m'avez posé la question tout à l'heure, on en reparlera peut-être, on a une stratégie d'acquisition, donc de croissance externe depuis 2013. La dernière acquisition qu'on a faite de la société NewQuest à Chambéry a un pôle innovation très fort qui est devenu notre pôle innovation du groupe. Et notamment, c'est une des rares sociétés françaises qui a investi dans les robots humanoïdes depuis pas mal d'années. Donc on a une activité où on installe des robots à des accueils d'entreprises, etc. C'est des SoftBank. Donc c'est vraiment le robot humanoïde que vous voyez à la télé. Hein. C'est ça, le Pepper. C'est intéressant parce que ça veut dire que votre métier finalement, c'est développer des interfaces, qu'elles soient mobiles, sur un écran d'ordinateur, demain un robot. En fait, c'est ça finalement. Exact. C'est l'interfaçage entre de l'expérience. Félicitations, ça m'a résumé. On peut résumer notre métier à dire qu'on fait de l'interface. Oui. Et donc le robot, ça fait partie des nouveaux champs de développement. Oui. Donc aujourd'hui, on part sur une digitalisation des points de vente. Donc ça va de l'écran connecté, de l'IoT. Vous rentrez, votre smartphone va biper. C'est les nouveaux magasins à l'Amazon où en fait, vous faites vos courses et vous payez avec le smartphone en sortant. Il n'y a plus de caissière. Et nous, on a cette partie e-commerce comme en place. Et puis aussi tout ce qui est contenu. Comparaison de produits en 3D sur des hologrammes, sur des espaces de showroom. Voilà. Donc on a une offre comme ça d'innovation où on va digitaliser les points de vente. Et donc vous vous intéressez à tout ce qui sort sans a priori ou vous dites ça va être un peu du gadget, j'y crois pas trop ? Je suis obligé d'arbitrer. Donc j'ai effectivement des Tony Stark dans mon entreprise. Donc il y en a un auquel je pense, je le salue. Yann, si tu m'entends, si tu me vois. Et voilà, effectivement, je suis obligé d'arbitrer puisque c'est moi qui ai les cheveux blancs et qui gère les cordons de la bourse. Par exemple, des choses sur lesquelles vous ne vous lancez pas ? Oui, aujourd'hui c'est un peu trop pour le dire, trop tôt pour le dire. Et puis il y a des choses sur lesquelles des trains qu'on a ratés, forcément. On fait des choix, donc des fois ils sont judicieux. Par exemple, un train raté. On est un peu en retard sur le cloud en termes d'investissement. On y est, mais pas aussi bien, aussi rapide que j'aurais voulu y être. Voilà. Et en termes d'anticipation, il faut voir jusqu'où, on parle de plus en plus d'ordinateurs quantiques, d'informatique quantique qui arrivent. Est-ce que ça, c'est des choses que vous commencez déjà à regarder, même si on est plutôt dans la R&D de labo ? Oui, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est des choses que moi je regarde à titre personnel, notamment en lecture. C'est des choses qu'on ne peut pas regarder à titre R&D dans l'entreprise, c'est trop pointu, et puis on n'est pas sur le domaine... c'est pas encore assez concret. C'est pas assez concret pour nous, c'est très cher. Il y a une belle start-up française qui est dans ce domaine d'ailleurs, c'est à suivre. Donc les Français sont à l'état de l'art en ce moment, c'est bien. Ouais. Allez, on va s'intéresser à l'aventure Data Solutions. On va soulever le capot de cette entreprise.
Data Solutions, donc une aventure née en 2003. Oui. C'était à l'époque, comment ça a démarré? Alors ça a été très personnel en fait. Racontez-nous ce que vous pouvez en dire. Hein. Ouais, il n'y a rien de secret. En 2003, j'avais 40 ans. Puis bon, moi, donc on va dire qu'à mes 40 ans, un petit peu tout s'est écroulé. J'ai perdu mon job, j'ai pas retrouvé de job. C'est l'époque où c'était pas interdit en France de mettre des annonces d'emploi avec des âges. Je cherche responsable commercial 28-35 ans. Donc moi, j'étais trop vieux. Voilà, donc j'avais fait toute ma carrière, on va dire, en tant que responsable commercial chez des éditeurs de logiciels. Et puis, donc on était, on va dire, un petit peu les stars dans les dîners en ville, etc. Et puis, j'ai pas vu venir le coup près de l'âge fatidique. 40 ans, c'était trop vieux pour vendre du logiciel. Exactement, à l'époque. Voilà, on vous disait, vous êtes trop vieux. Donc je trop me suis cher, retrouvé, en fait, on voulait dire. Oui, trop cher, c'est ça. Vous êtes sur l'asymptote ou pas loin de la courbe de salaire dans votre vie. Bon. Donc je me suis retrouvé un petit peu coincé sur le marché et j'ai donc créé une entreprise pour me faire un job. Même si en réalité, j'avais déjà créé des entreprises très jeune en démarrant. Quand j'ai démarré ma carrière, au bout de 3 mois, je me suis mis à mon compte en indépendant. Ensuite, j'ai créé une SARL. Voilà, donc tout au long de ma vie, j'avais eu d'activité entrepreneur, on va dire. C'est la preuve que d'un mal peut sortir un bien. J'imagine que vous ne regrettez pas finalement cet arrêt de carrière commerciale. Alors exactement, parce que j'avais préparé quelque chose qui me tient à cœur pour votre conclusion, donc vous me coupez l'herbe sous les pieds, mais je peux le dire maintenant, en fait, j'ai toujours gardé en mémoire le discours de Steve Jobs à la remise de diplôme de Stanford en 2005, je crois que c'était. Et effectivement, il expliquait sa carrière, il expliquait donc un mal pour un bien lorsqu'il a été remercié d'Apple et qu'il a créé Next et Pixar Studio, etc. Et bon, moi, à mon tout petit niveau, effectivement, je n'aurais peut-être certainement pas créé Data Solutions si je n'avais pas été en 2003 sur le carreau. Mais ça, c'est en effet intéressant parce que c'est un peu le chaos de la vie et parfois, ce qu'on considère être un échec à court terme peut s'avérer être un tremplin pour des succès futurs. Exactement. C'est une belle philosophie finalement. Et la vie du chef d'entreprise, elle est faite de ça aussi. On peut rater un client ou une technologie qui nous oblige à se remettre en cause et à développer d'autres choses. C'est ça. Il y a toujours un mal pour un bien dans la vie. Ce Covid apporte des changements de paradigme dont on parlait un petit peu, transformation digitale, accélération, boom du e-commerce, changement de mode de vie. Il y a plein de choses qui ne sont pas très bien, puis il y a plein de nouveautés qui vont voir le jour. Donc oui. Data Solutions, c'est le nom de votre entreprise. Ouais. Ça a toujours été ce nom? Oui. Donc vous étiez un peu en avance sur votre temps avec cette dimension data. Hein. Exactement. On a démarré dans la data. En 2003, on travaillait sur tout ce qui était data mart, data warehouse, extraction de données et entrepôt de données. Parce que j'avais travaillé dans quelques entreprises d'analyse de données, ce qu'on appelle la business intelligence en France. Donc aujourd'hui, on va parler de data mining. D'accord. 300 personnes maintenant? 300 personnes au niveau mondial. On a démarré l'internationalisation d'entreprise il y a 2 ans. D'accord. Par une croissance externe à Sydney. Et ensuite, il y a 18 mois, on a ouvert une filiale à New York. Comment est-ce qu'on pilote ça? Parce que vous le rappeliez, hein, vous êtes indépendant, donc seul maître à bord. 300 personnes, ça commence à devenir une taille importante. Où on doit réfléchir peut-être à 2 fois avant d'aller à gauche ou à droite, ou au contraire, on garde l'enthousiasme des débuts? Vous avez raison, il y a les deux. Il faut être capable de réfléchir, regarder ce qu'on va à gauche, à droite, puis il faut être capable de se décider vite. Donc autant dans ma vie personnelle, j'ai souvent beaucoup de mal à me décider. Ça, c'est pas notre problème, ça. Autant dans ma vie professionnelle, lorsque j'ai mon costume, je me décide plutôt rapidement. Je suis plutôt. Donc vous restez drivé par cet instinct, en fait. Ouais. Et c'est ça qui fait que vous dites, bah, tiens, on va acheter cette boîte, on va essayer ce nouveau marché. Exactement, j'écoute beaucoup plus mon instinct dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Et c'est d'ailleurs une des clés du fameux discours de Steve Jobs à Stanford où il conseille aux étudiants, écoutez-vous, écoutez votre instinct, suivez votre instinct. Parfois, vous ne l'avez pas écouté? À titre professionnel, parfois je ne l'ai pas écouté. Exact. Et ça s'est révélé infructueux. À chaque fois que je ne l'ai pas écouté, j'ai été dans l'erreur. Parce que c'est vraiment... un des enjeux forts du chef d'entreprise, c'est savoir décider. Et il y a 2 façons de décider. Une façon très rationnelle où on essaie de résoudre le problème et l'équation, et puis une autre plus intuitive. Et on balance entre les deux. Il ne faut pas balancer entre les deux, il faut utiliser les deux.
Je ne prends jamais une décision importante pour l'entreprise sans écouter mes managers clés, mes bras droit, bras gauche. Donc je les écoute, je prends les avis, et après je décide, oui, un peu seul, effectivement. Et parfois, il vous arrive de décider contre l'avis de ceux qui vous entourent? Ah oui, le plus gros et récent exemple a été lorsque j'ai décidé d'acquérir cette agence à Sydney. Je l'ai fait envers et contre tous. Tout le monde était contre. Et alors pourquoi vous avez voulu y aller quand même? Parce que je le sentais. Et ça s'est avéré bien? Ça s'avère bien, effectivement. On a eu 2 ans de réorganisation, restructuration difficile. On a enfin, maintenant, sur un bon train. En termes de chiffre d'affaires, en 2 ans, on a doublé le chiffre. Le retour à la rentabilité est difficile, mais on a toujours été rentable. Je n'ai pas les ratios que je veux, mais on a toujours été rentable. Et là, on est vraiment en train de réussir. J'ai eu la chance de trouver un bon manager, un Français expatrié sur place. Et puis, c'est vraiment un modèle vendeur pour nos clients. Le modèle vendeur est de dire j'accompagne le déploiement international de la stratégie digitale de mes clients, de mes grands comptes. Et on a eu des grands clients qui nous ont accordé cette confiance. Donc on peut parler de Ipsen, de Motul notamment, qui nous ont fait confiance pour cet accompagnement. Allez, on va parler de vous, un dernier chapitre de cette émission, vous en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui vous plaît, Jean-Claude, dans ce que vous faites au quotidien ? On a la chance de faire un métier magnifique et j'aime à le dire ou à le répéter à mes salariés quand ils sont au bureau. Malheureusement, j'en vois pas beaucoup en cette période de Covid, donc, mais on a la chance de faire un métier fabuleux. On n'est pas au fond de la mine en train de pousser des wagonnets. Donc, il faut prendre du plaisir au travail et il faut aimer ce qu'on fait. Et on a la chance d'être sur un métier qui nous le permet. Et c'est pas toujours évident. Des fois, on a des jobs alimentaires ou des fois, on va se retrouver à pas savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. Mais on a la chance d'avoir des gens qui, en tous les cas, ont choisi ce métier. Pour la grande partie, bien sûr. Et comment est-ce que vous gérez la notion de risque qui est inhérente à toute entreprise, mais de se dire, voilà, jusqu'où je dois finalement jouer le coup d'après? Alors la chance qu'on a, c'est que on n'a pas la grosse tête, on sait d'où on vient, pour moi de la banlieue, et souvent, et d'ailleurs souvent les gens me disent « Ah Jean-Claude, tu te rends compte, tu as montré une entreprise, ouais, ça fait taille, ça vaut tant de millions, etc. » Ça reste très abstrait pour moi. Donc en fait, ça me permet de tout remettre sur la table, donc on fait poker à chaque fois, facilement parce que je suis prêt à perdre. À tout perdre, c'est-à-dire que vous dites... Et c'est la clé dans la vie, si vous n'êtes pas prêt à perdre, à risquer votre vie, vous ne faites rien. Ouais, c'est ça qui vous fait avancer en fait. Ouais. Et c'est ça qui vous permet de gagner finalement, d'être prêt à perdre. Le culot, le goût du risque et être prêt à perdre, être prêt à tout miser. Comment est-ce que vous voyez la suite et le développement pour Data Solutions? On a une double phase cette année. Continuer notre localisation, régionalisation. Donc on a pas mal d'agences en région. Donc on a à Lyon, à Strasbourg, à Lille, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse. Donc maintenant il faut structurer tout ça et grossir en région, ce qui est bien, maillage de territoire. Et parallèlement et paradoxalement, on a également un déploiement international dont on a parlé, donc APAC avec une base en Australie se répandre sur l'Asie. Et donc merci à notre client Motul qui nous a permis de déployer sur l'Asie et les États-Unis. Et donc les États-Unis, c'est vraiment mon focus cette année, réussir. Et on est en train de racheter une agence justement aux États-Unis pour accélérer cette croissance. Et vous voyez peut-être aller aux États-Unis, franchir l'Atlantique à un moment donné pour accompagner le développement de l'autre côté? Eh oui, ça va passer par le vaccin, je pense. Oui, ça, c'est obligatoire, le passeport vaccinal. Voilà. Oui, parce qu'on sent une fascination quand même pour vous, pour les États-Unis. On parlait de Cap Canaveral, vous parliez de Steve Jobs. C'est vraiment ça le modèle. S'il y a un business model pour Jean-Claude Noguès, c'est l'Amérique. Les business models, on est dans une industrie américaine. C'est les Américains qui ont inventé cette industrie informatique. Donc respect puis modèle. Et effectivement, on est forcément dans un monde américain lorsqu'on travaille dans l'informatique. C'est peut-être moins flagrant pour les jeunes d'aujourd'hui, mais moi, j'ai vécu à l'ancienne époque. C'est pour ça que lorsqu'on parlait de business model, oui, les business models de Jean-Claude Noguès à l'époque, c'était Bill Gates parce que c'était le premier success story et surtout brillant par pour moi je dirais un mot, son opportunisme. Il a réussi par opportunisme. Et puis le vrai modèle en termes de marketing, parce que c'est ce que moi je retire des Américains, capacité marketing, il y a que marketer des produits pour les vendre.
même si on n'a pas la meilleure technologie, le but c'est de la marketer. Et voilà, on reparlait de Bill Gates, il avait la techno la plus pourrie, c'était Windows, il a réussi face à Apple, Steve Jobs qui avait la meilleure techno, qui a moins bien su marketer. Et ensuite, Steve Jobs donc, a fait un marketing extraordinaire. Et surtout, Steve Jobs, c'est un modèle par l'homme, par la conduite. Ce que je vous disais, lisez, si vous l'avez lu, le discours de Stanford 2005 aux jeunes diplômés. Et donc, à la fin, c'est un mot que j'ai essayé de donner à mes filles. C'était son conseil de fin, c'était stay hungry, stay foolish. Voilà, rester affamé, ce que je vous disais, le goût du risque, être capable de risquer, et puis rester foolish, idiot, naïf, fou, mais dans le sens heureux et simple d'esprit, voilà, dans ce sens-là. Absolument. Merci beaucoup Jean-Claude, en tout cas, de ce témoignage. Merci à vous tous qui nous suivez régulièrement sur Télé Sud pour cette émission Business Models. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.